C'est vous dire mon niveau de saturation qui est extrême, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre chez moi, rien n'est rangé alors que j'ai rangé tout la veille parce que Théo il fait tout le bazar et tout. Et genre, j'ai acheté un paquet de brioches il y a 2 jours. Et moi je voulais manger de la brioche et il a tout mangé. Là, je vous jure, je fais un bout. Genre ça me gave, genre même pas il s'est dit ouais, est-ce qu'elle en veut, genre il a tout graille. Genre il a tout mangé, alors que moi je lui ai acheté des biscuits genre à la fraise, genre comme il aime pour lui faire plaisir, et lui il a mangé toute la brioche. Alors je mange avec quoi moi le Nutella maintenant? If we wait for a pandemic to appear, it will be too late to prepare. And one day, many lives could be needlessly lost because we failed to act today. Pandemic flu occurs when a new strain of influenza emerges that can be transmitted easily from person to person, and for which there's little or no natural immunity. Unlike seasonal flu, most people have not built up resistance to it. And unlike seasonal flu, it can kill those who are young and healthy as well as those who are frail and sick. At this moment, there is no pandemic influenza in the United States or the world. But if history is our guide, there is reason to be concerned. First, we must detect outbreaks that occur anywhere in the world. Second, we must protect the American people by stockpiling vaccines and antiviral drugs, and improve our ability to rapidly produce new vaccines against a pandemic strain. And third, we must be ready to respond at the federal, state, and local levels in the event that a pandemic reaches our shores. To meet these three goals, our strategy will require the combined efforts of government officials and public health, medical, veterinary, and law enforcement communities, and the private sector. It will require the active participation of the American people. And it will require the immediate attention of the United States Congress, so we can have the resources in place to begin implementing this strategy right away. The first part of our strategy is to detect outbreaks before they spread across the world. In the fight against avian and pandemic flu, early detection is our first line of defense. A pandemic is a lot like a forest fire. If caught early, it might be extinguished with limited damage. If allowed to smolder, undetected, it can grow to an inferno that spreads quickly beyond our ability to control it. A pandemic is unlike other natural disasters. Outbreaks can happen simultaneously in hundreds or even thousands of locations at the same time. And unlike storms or floods, which strike in an instant and then recede, a pandemic can continue spreading destruction in repeated waves that can last for a year or more. To respond to a pandemic, we must have emergency plans in place in all 50 states and every local community. This is the book, An Introduction to the Order by Anthony C. Sutton. It has a skull and bones on the front and 322. The 322 is an identification. The order has a temple on the Yale campus. A temple? A temple, yes. It's a building, maybe this 50, 60 feet by 40 feet, maybe 40 feet high. There's no windows, 2 big steel doors. We know what the temple looks like because back in 1880s, a number of Yale students became a little unhappy about what was going on inside this temple. When they went by it at midnight, sometimes they heard strange noises and all kinds of rumors on the Yale campus as to what this might be. There was a break-in. I call it the Yale Gate. There was a break-in to the temple, and the students who broke in cataloged what they found, and they made a drawing, a design of the interior of the temple.
And three of the rooms are numbered. One is 322, one is 323, and one is 324. 322 is also, I suspect, the chapter number. And also in correspondence between members, they conclude their correspondence where you and I would conclude yours truly or yours sincerely. They conclude yours in 322. Why 322? There are several theories for this. One is that the order originated with Demosthenes the Greek in 322 BC. That's one theory. Another one is that it stems from the founding date in the United States, which was 1832. So really we have the last two numbers, 32, the second chapter founded in 1832. The skull and crossbones are prominent in their ceremonies, initiation ceremonies. This is a symbol of death. Now, why would they take a symbol of death? Yes, from what I understand, when a new member is initiated, that would be in the senior year at Yale, he's placed within a coffin. Oh, my. And now we only know this from the Yalegate papers. I call it Yalegate. And from the photographs we have of members inside the temple. Many of these photographs are the 15 sitting around a table, and they have this skull and the crossbones sitting on the table in front of them. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild. I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? It is the symbol of death, and it has been called the Brotherhood of Death, and I think it probably more adequately should be called the Brotherhood of Death. So what I've had to do is look at the history, the biographies of the leading members of the order, and reconstruct their career, and see if there's a common pattern in their careers. While doing that, I came across some interesting documents. Some members apparently are not too happy once they become involved with us after 10 or 20 years. One member in particular left a memorandum. He wrote it in 1932. It was buried away in his papers. I don't think anybody found it before I did. And it was a 6-page memorandum on the order, naming some of the members, and said it was the most sordid thing ever happened in the history of man. So, but to come back to my point, I have to reconstruct the objectives. What are the objectives? In the words of one member, might is right. If you have the power, you use it to achieve your objectives. That senior year, selects the next group from the junior class. Within the order, each group of 15 are known as clubs. I call them cells because they're very close to the Jacobin cell, the revolutionary cells, but internally they refer to them as clubs. Each club has an identifying number. For example, Averell Harriman is a very influential member of the order, the son of Edward Harriman, the railroad magnate. Harriman was initiated in 1913. His club number is D111. All the other 14 of D111 have died off. Averell Harriman is the only one left. To come to the other part of your question, who are some of the significant members? Today, 2 men stand out. One is Averell Harriman, who is I suppose, the chief financial angel of the Democratic Party. The other is Vice President George Herbert Walker Bush. The Bush family is quite prominent within the order. Now, if you go back in history a little, you'll find that George Bush's father, Prescott Sheldon Bush, was also a member of the order. He was a member of Brown Brothers Harriman, which is the Harriman Private Banking Company. So today you've got 2 men who are supposedly in politics in opposition, Bush and Harriman. Actually, they're members of the same secret society,
And Bush's father was not only a member, he was a partner in what was then Harriman and Company, which later became Byrne Brothers Harriman. So behind the scenes, and this is something you don't see until you investigate it, people who appear to be in opposition politically or financially or industrially or in many ways are working together. Other members might be William Buckley. Now, William Buckley became a member in 1949, but the preceding class to that was Bush, 1848. So you get Bush was amongst the 15 who selected Buckley, and Buckley's club, that 15, was the 15 that selected, for example, one of the new members for 50 was the Reverend Sloane Coffin Jr. The Reverend Sloane Coffin Jr. at Yale was at the core of the anti-Vietnamese war disturbances on Yale campus. This is typical. You'll find that men in the same society will take opposite positions in public. Réveille-toi! So you've got William Buckley, whom I call a House Conservatism member, but so is a man, for example, called Edwin Burt, who has a string of communist affiliations which is about that long. And we'll get into this later. The method they use is that of the Hegelian dialectic. Thesis played against antithesis leads to a synthesis. In other words, for Hegel, for history to make progress, you have to have conflict. And when you look at the key people in the order, you will find that they generate conflict. So Bush and Harriman politically are conflicting. Coffin and Buckley, although part of the same order, are in public conflicting with one another because conflict leads to the new synthesis. C'est une question essentielle qui se pose à chacun de nous. Sommes-nous prêts ou pas à renoncer à une partie de notre liberté individuelle pour vaincre plus rapidement l'épidémie? Un sondage de l'Institut Louis Harris Interactive montre que 6 Français sur 10 se disent favorables à la mise en place par le gouvernement d'un outil de suivi des déplacements. Solution très contestée. Certains craignent que nos données personnelles soient utilisées à notre insu. Noé Gandillot et Olivier Stambach. Imaginez que vous vous promenez dans la rue. Vous passez tout près d'une personne testée positive au coronavirus. Grâce au Bluetooth, un outil de partage des connexions, l'information vous est transmise peu de temps après pour vous inciter à rester chez vous. Cette technologie, le gouvernement envisage de l'utiliser au moment du déconfinement. Mais les Français sont-ils prêts? Pour sortir plus vite de la crise, accepteraient-ils de partager avec l'État les données de leurs déplacements? Je ne suis pas contre dans la mesure où on ne garde pas les données. Ça, c'est clair. Ça peut sauver des vies, ça peut raccourcir la durée du confinement, collecter mes données, j'ai aucun sujet à ce niveau-là. J'ai pas toujours envie que l'État sache en permanence où je suis. J'aurais pas envie que ça se retourne contre moi à un moment où, en fait, peut-être la crise sera finie et je ne sais pour quelle raison les données continueraient à être récoltées. Si les Français sont en majorité favorables à l'utilisation de cet outil pour lutter contre l'épidémie, la classe politique, elle, est divisée. De nombreuses voix à gauche mettent en garde contre les risques de dérive. C'est clairement un moyen de contrôle absolument disproportionné. Moi, je pense qu'il vaut mieux éviter d'entrer dans cette voie-là, parce que c'est pas bon, quoi. À la fin, vous verrez, il y aura toujours une bonne raison pour ne pas revenir en arrière, et on n'en finira plus de contrôler les gens. Façon de faire pour que ces technologies-là soient bien au service des gens et qu'elles ne puissent pas être utilisées contre eux. Il y a des pays qui ont décidé de faire la surveillance généralisée. Ça n'est pas l'état d'esprit de la France, ça n'est pas l'état d'esprit européen. Protéger la population face aux abus d'Internet, c'est précisément le rôle de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle n'a pas encore été saisie par le gouvernement, mais elle a déjà donné son avis. Elle estime que le traçage peut être utile, à condition d'être particulièrement vigilant. Bonsoir Thibaut Malandrin. Bonsoir Gilles. Si la France, si c'est au conditionnel. Autre exemple, on en a beaucoup parlé, celui de Taïwan, avec sa clôture électronique. Concrètement, les autorités utilisent les signaux téléphoniques pour s'assurer que les personnes présentant des risques de contamination ne quittent pas leur domicile. En cas de non-respect, l'amende est très salée, jusqu'à 30 000 €. What the fuck? À Singapour, enfin, une application stocke sur votre téléphone vos données Bluetooth. Dès qu'un cas suspect est répertorié, l'application alerte tous les utilisateurs que la personne a croisés à moins de 2 mètres et durant au moins 30 minutes.
Ces personnes sont ensuite invitées à leur tour à se mettre en quarantaine. Ninyo ng pukpukan, I will not hesitate. My orders are sa pulis pati military, pati mga barangay, na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Merci à vous de venir. Merci. Vraiment, je dirais jamais assez. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Merci à vous. Tiens cette mousse, vilaine, et ne va point la m'enjailler. Il s'agit du cul. Messieurs, bonjour. Où avez-vous trouvé vos masques, s'il vous plaît? On n'en a pas, nous, dans le 93. On pourrait avoir des masques? Et où allez-vous, messieurs? C'est le confinement. Où allez-vous, messieurs? C'est le confinement, s'il vous plaît. Répondez. Vous êtes ici à Pantin, vous êtes ici chez nous. Merci, messieurs. Merci pour la France. Merci pour les soignants. Merci pour ceux qui sont morts. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Ouh! Ouais, démission! Démission! Ce confinement, mais qu'on ne soit pas dans une situation d'impréparation demain, de la même manière que nous sommes aujourd'hui victimes de l'impréparation d'hier. On manque de tout, il faut être honnête. Hein. On manque de respirateurs, on manque de gants, on manque de masques, de protection qui est actuellement celui de la France. Les masques, il faut absolument monter en puissance de manière massive. Il faut se mettre tout de suite massivement à la production de masques pour être autosuffisant. Est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, quand vous demandez la démission de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé? Écoutez, gouverner, c'est prévoir. On n'est pas capable de prévoir et que on dépense l'argent des contribuables sans raison. Parce que là, en l'occurrence, on parle de près de 2 milliards d'euros. Parce qu'il faut que les Français sachent qu'au-delà du milliard que nous avons dépensé pour ces doses, 90 millions de doses, il y a aussi tout le reste. Les stocks de Tamiflu, dont on sait pourtant qu'ils se périment extrêmement vite. Les masques. Ah, les masques, les masques. Les campagnes de communication, qui ont probablement été extrêmement chères à la télévision, à la radio, dans les journaux. Puis on a indiqué que les masques étaient inutiles parce qu'on n'en avait pas. Et ça a été une suite comme ça, ininterrompue, Marine si vous Le Pen, voulez, sur de la mensonges question... qui ont évidemment créé une défiance de la part de la population. Il y a une vraie crise de confiance en réalité entre le peuple français et le gouvernement. Parce que malgré la campagne anxiogène qu'a développée Madame Bachelot, eh bien les Français n'ont pas suivi. On l'a dit, hein, en Italie maintenant, on est à près de 14 000 morts. Quand on voit la Chine, la Chine, 1,3 milliard d'habitants, ils n'ont que 3 300 morts. Comment ont-ils fait? Pourquoi sommes-nous à ce point démunis, nous en Europe, face à cette maladie que les Chinois ont réussi à contenir? Ça s'appelle le mensonge. Ah, vous êtes catégorique pour vous? Ils ont menti sur leur... Totalement menti. Mais voilà. Nous, est-ce qu'on a dit toute la vérité sur les EHPAD, etc.? Est-ce qu'on dit tout, nous? Alors moi, je pense vraiment que le directeur général de la Santé, quand il fait son point presse à 19h,
et vu la commission d'enquête parlementaire qui aura lieu, etc., je pense que tout le monde dit la vérité. En tout cas. Les démocraties européennes donnent les vrais chiffres. Après, au niveau européen, c'est moins sûr, d'accord? Ça, je sais pas, mais au niveau français, je pense qu'il y a une transparence. Par contre, il y a actuellement les déclarations de mortalité au niveau des EHPAD, ça suit des circuits qui sont surveillés, mais qui suivent des circuits. On aura le chiffre final, de toute façon, au niveau des certificats de décès. Sur la Chine, qu'est-ce qui vous fait dire que les chiffres se sont Parce que ça colle pas. C'est-à-dire que quand vous regardez les courbes, les pathologies, les malades, les articles que les Chinois avaient sortis, ça ne colle pas avec ce qu'on a. Ça ne colle pas avec le modèle italien, ça ne colle pas avec le modèle espagnol, ça ne colle pas avec le modèle... par exemple, quand il disait « Ah, mais les malades, il faut 8 jours, et puis ça va, ceux qui meurent, c'est toujours ceux qui ont plus de 75 ans, etc. » Non, ça ne colle pas, juste ces deux exemples. Et vous pensez que si on avait su la vérité, on aurait agi différemment en Europe? Probablement que finalement les autorités auraient dit en Europe, au niveau européen, parce que je pense que la France avait quand même la notion que ça pouvait être potentiellement grave, d'accord, aurait bougé un petit peu plus. Un mot sur l'Italie. L'Italie, en fait, a été laminée sur son système de santé par les années Berlusconi, qui a vraiment fait capoter le système public et les systèmes basés sur la solidarité de la nation italienne, qui était un beau système de santé. Il a tout fait capoter. Là, il paye, en gros, moitié moins de lits de réanimation en Italie qu'en France, et la France, moitié moins de lits que l'Allemagne. Pourquoi, Sibeth Ndiaye, avez-vous perdu la bataille d'opinion sur la réforme des retraites? Alors là, ça... Je vous pose la question. C'est une bonne question. Je pense que la réforme des retraites, la retraite en général, c'est la dernière partie de votre vie. C'est à la fois un moment de bonheur parce que vous vous dites je suis libéré du travail, mais en même temps c'est aussi un moment d'angoisse. Et on sait que il y a beaucoup de crises cardiaques, de maladies qui surviennent, notamment chez les hommes, quand on arrête l'activité, parce qu'en quelque sorte il y a un petit vide qui se crée. Et je crois très profondément que c'est une source d'inquiétude. Honnêtement, aujourd'hui, si on demande à un Français dans la rue, dans le système actuel, hors réforme des retraites, à quel âge il part à la retraite et dans quelles conditions, il y a assez peu de gens qui le savent parce que le système est très complexe, ça génère de l'anxiété. Le nouveau système paraît aussi très complexe. Alors on essaie de simplifier les choses, mais vous partez pas de 42 régimes pour en arriver à un d'un coup de baguette magique. 61% des Français veulent qu'Emmanuel Macron le retire. Je pense que ça a traduit une forme d'exaspération et une forme de... Exaspération de quoi, de qui? D'exaspération, d'abord qu'on en parle énormément, qu'il y ait beaucoup de manifestations, qu'il y ait parfois de la violence assez radicale dans certaines manifestations. Je pense que ça traduit de la lassitude et que les Français ont envie de passer à autre chose. What the fuck? Ils ont envie de passer à autre chose, mais moi j'ai envie de leur adresser un message. Cette réforme, si on l'a fait, avec les difficultés que ça représente, c'est parce qu'on est profondément convaincu qu'elle est massivement redistributive. Mais si elle était si bonne, cette réforme des retraites, pourquoi est-ce que les Français la rejetteraient? Mais parce qu'il y a une difficulté de compréhension. Je pense qu'il y a toujours eu, au fond, l'idée que Emmanuel Macron était quelqu'un qui avait braqué... Oui, bien sûr, qui avait braqué l'élection présidentielle. Français, un imposteur, mais pas que cela. Vous avez vu que les Français sont assez sévères, autoritaires, arrogants, inquiétants. Mais en même temps, il nous crédite aussi d'avoir su réformer le pays, su le transformer. Parce qu'il y a aussi des gens qui réclament de ne rien faire au nom de la peur de faire. Moi, je crois très profondément qu'on a un pays qui est prêt à être réformé pour peu qu'on explique les choses. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est ardu, mais moi, je reste convaincue qu'on garde la confiance des Français. On est dans un pays où vous avez des gens qui ont des discours dans lesquels, au fond, ils considèrent qu'on est en dictature. Réveille-toi!